En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp, sur BFM Business et Tech & Co. Une voiture thermique avec un moteur électrique et une batterie, vous voyez ce que c'est une voiture hybride rechargeable. Mais alors, une voiture électrique avec une batterie et un moteur thermique, vous ne voyez pas? Pas de souci, on en parle tout de suite dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'En route pour demain où nous allons parler de véhicules à prolongateur d'autonomie, le REV Range Extender Electric Vehicle. Bon, c'est un peu compliqué à dire, mais on va tout vous expliquer sur cette technologie. Et pour ça, je retrouve notre spécialiste Julien Bonnet. Bonjour Julien. Bonjour Pauline. Journaliste auto BFM Business. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prolongateur d'autonomie? Oui, en gros, c'est une voiture 100% électrique avec un moteur électrique, tout est normal jusqu'ici, relié à une batterie, sauf que cette dernière, elle peut être rechargée par un moteur thermique et donc avec un réservoir à essence. Donc en fait, on peut le voir aussi comme une voiture hybride inversée. Sur les hybrides, c'est le moteur thermique qui anime les roues et la partie électrique, elle vient le soutenir plus ou moins fortement. On l'a vu dans un dernier numéro d'En route pour demain. Et dans notre cas du jour, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne parle pas strictement en fait d'hybride, car cette partie thermique, en fait, elle fait que recharger la batterie, elle va pas pouvoir propulser à proprement dit le véhicule. Bon, alors vous le voyez, on est vraiment dans l'innovation automobile en ce moment, dans tout ce qui concerne les véhicules à batterie. Mais pourtant, cette technologie, Julien, c'est pas une technologie vraiment très récente. Moi, j'ai déjà essayé il y a plus de 10 ans sur les premières générations de véhicules électriques. Alors pourquoi elle surface aujourd'hui? Pourquoi elle revient sur le devant de la scène? Oui, complètement. Cette technologie, elle peut faire penser à la BMW i3. Donc là, on remonte en 2013 et à l'époque, l'autonomie, elle restait très faible sur ce véhicule. On était avec une batterie 20 kWh et surtout le réseau de recharge était très peu développé. Donc BMW proposait une option à 4 500 € où on ajoutait un petit moteur bicylindre type scooter qui était avec un réservoir de 9 litres et ça permettait tout simplement d'ajouter 150 km d'autonomie. En fait, ça doublait l'autonomie électrique des i3. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que cette technologie, cette option, elle était plus proposée à partir de 2018 parce que BMW a tout simplement doublé la capacité de la batterie à 40 kWh. Et donc ça a sonné un peu le glas de cette technologie Range Extender, le REX. Et donc plus récemment, Nissan, ils ont relancé ce concept avec la technologie e-Power qui est commercialisée actuellement sur certains modèles. Et donc là, c'est un peu particulier parce qu'on peut pas brancher le véhicule. En fait, c'est assez étrange. On peut que faire un plein d'essence pour charger la batterie et on le verra à la fin de l'émission. Mais moi, je pense que le retour de cette technologie, ça s'explique par un coût plus abordable, notamment face aux voitures 100% électriques avec des grosses batteries ou face à des modèles hybrides rechargeables. Alors le véhicule qu'on essaye aujourd'hui dans En route pour demain, juste derrière nous, c'est un Leapmotor C10. Alors on l'avait déjà essayé il y a quelques temps en version 100% électrique. Là on l'a donc avec le prolongateur d'autonomie. Julien, est-ce que tu peux nous resituer ce qu'est cette marque Leapmotor qui vient tout juste d'arriver en Europe et en France? Oui, pour moi Leapmotor s'incarne parfaitement cette nouvelle vague des constructeurs chinois. C'est une toute jeune start-up fondée en 2015. Ils sortent leur premier modèle en Chine en 2019 et en fait ils ont un départ canon. Ils dépassent assez rapidement le cap des 140 000 véhicules vendus sur le marché national. Et donc comme les autres marques chinoises, l'enjeu actuel c'est de s'internationaliser. Et donc Stellantis, c'est là qu'ils interviennent, le groupe qui possède Opel, Peugeot, Citroën, Fiat, donc des marques très connues en Europe. Et en fait, eux, ils ont créé une co-entreprise avec Leapmotor International, qui doit justement développer ses ventes, en particulier en Europe et donc en France, en s'appuyant sur le réseau commercial Stellantis, donc clairement les marques historiques, et le service après-vente. Et donc, on va dire asseoir un peu une image de marque sur une marque comme ça chinoise assez inconnue au bataillon. Et donc, il y a un certain pragmatisme de Stellantis de dire cette marque elle s'est proposée des véhicules modernes et abordables, c'est un concurrent avec lequel on ne peut pas rivaliser en tout cas sur cette partie-là, donc on va en fait les accompagner, on tire une partie des recettes de ce concurrent, c'est plutôt intelligent comme mouvement. Bon, alors le cœur de notre émission, c'est bien sûr d'essayer ce C10, de vous faire découvrir cette technologie du prolongateur d'autonomie en conditions réelles, de voir si finalement on s'y retrouve côté consommation, côté autonomie. Julien, je te laisse partir en essai dans quelques instants, mais juste là, la batterie est pleine. On a combien de kilomètres d'autonomie annoncés? Oui, on reparlera des autonomies officielles, mais nous en tout cas au compteur, en partant, on avait 128 km en électrique, donc ça peut paraître assez peu, mais en fait c'est complété par 829 km en thermique, soit 957 km au total, et donc c'est relativement proche quand même de l'autonomie annoncée qui grimpe à 970 km, et ça c'est assez inédit pour une voiture qui se présente quand même comme électrique, même s'il y a un peu de triche, on verra. Bon, et de toute façon on te laisse partir en essai, on se retrouve à la fin de cette émission pour un gros débrief.
aussi à bord donc, de ce C10 avec prolongateur d'autonomie. Et le premier constat, finalement, c'est qu'on retrouve, en tout cas dans le mode zéro émission qu'on teste depuis qu'on est parti, donc le mode 100% électrique. On n'a pas pour l'instant consommé une seule goutte de carburant. Et on retrouve les sensations du C10 100% électrique. Donc c'est assez logique. Il y a juste une légère baisse de puissance du moteur électrique qui passe de 128 chevaux à 125 chevaux. Mais autant dire que ça se ressent très peu. On a aussi un léger surpoids avec le moteur thermique. Mais finalement, on a aussi une batterie d'une capacité moins importante, 24,4 kWh contre 70 kWh pour la version 100% électrique. Et donc on conserve en gros un véhicule dynamique mais avec un très grand confort à bord au niveau des suspensions. C'est assez bien travaillé, notamment sur les dodanes ici en région parisienne. Vous allez pouvoir les encaisser avec un grand confort. On est également sur un véhicule très moderne, très bien équipé. On a notamment ce grand écran tactile central. Bon, dommage, il n'y a pas encore Android Auto et CarPlay. Ça devrait arriver via une mise à jour prochainement, mais c'était déjà pas le cas lors des essais en octobre. Donc c'est vrai que c'est un peu une déception sur ce lancement des nouvelles Leapmotor en Europe. Et par rapport à un Tesla Model Y, l'avantage c'est qu'on va retrouver un petit écran décompteur juste derrière le volant avec pas mal d'informations directement sous les yeux. Bien sûr, la vitesse, le mode engagé, mon autonomie, donc à la fois en thermique et en électrique, et un petit bilan de conso sur une partie personnalisable de cet écran où on va pouvoir aussi retrouver la navigation ou les médias à l'écoute. Alors je vous disais une batterie 24,4 kWh, donc ce qui va permettre d'avoir les 145 km officiels, et donc si on compare avec les 70 kWh de la version 100% électrique de ce C10, celle-ci elle offre 420 km d'autonomie officielle. Donc voilà le petit comparatif. Ici, bien sûr, la différence, elle va se jouer sur la partie thermique avec le réservoir de 50 litres qui nous permet d'atteindre cette autonomie totale de plus de 950 km. Donc là, nous roulons dans le premier mode de conduite, un EV+, qui va en fait maximiser l'utilisation de la batterie. En effet, quand on regarde dans les détails, là, on roule donc en 100% électrique depuis que j'ai récupéré le véhicule. Donc on est sur une distance parcourue de 90 km, 16,4 kWh au 100. Donc ça, c'est plutôt une bonne moyenne, même si j'ai circulé plutôt en région parisienne, donc avec au maximum des autoroutes à 110 km/h, mais quand même pas mal de roulage dans les bouchons, comme c'est le cas un peu actuellement. Donc pas vraiment des bouchons, mais plutôt une conduite, un trafic plutôt saturé. Donc tout ça pour dire une vitesse relativement lente, et donc assez logique de retrouver ce niveau de consommation assez faible. Dans ce mode de conduite EV+, 100% électrique, on est censé basculer sur la partie thermique à partir de 9% de batterie. Alors là, le problème, c'est que mon autonomie, elle est exprimée en kilomètres, donc 9%, on va dire 10% pour arrondir. Si on prend l'autonomie théorique de 145 km, ça devrait être donc à partir de 14 km environ qu'on va avoir cette bascule, ou tout du moins le moteur 4 cylindres, 1,5 litre, 50 kW, qui donc permet de recharger cette batterie, qui va démarrer et donc voir un peu si on va l'entendre particulièrement dans cet habitacle. Donc là, on est à 20 km d'autonomie électrique. On a un petit voyant orange batterie qui est apparu à l'écran des compteurs. On a aussi eu un petit texte sur l'écran tactile qui dit puissance de sortie fortement restreinte, recharger maintenant, donc qui devient quand même assez insistant. Et en effet, là, en m'insérant sur une voie rapide à 90, j'ai ressenti vraiment à la pédale d'accélération que je perdais quand même cette puissance. Donc ça reste quand même assez correct, mais là, si je veux vraiment faire une relance, je vais avoir quand même la capacité de la pédale d'accélération pour répondre à ma demande, mais je sens vraiment par rapport à mon expérience précédente que j'ai quand même ce petit déficit de puissance. Nous sommes maintenant à 12 km d'autonomie. La petite jauge est passée en orange, signifiait quand même qu'on est sur un niveau d'autonomie qui commence à s'approcher du zéro. Et on a un message vraiment insistant qui est apparu à l'écran à nous demander de recharger immédiatement. C'est drôle d'ailleurs de constater qu'il ne nous propose pas de basculer sur le moteur thermique. C'est plutôt vertueux pour une voiture qui se veut écologique. Elle va quand même nous suggérer avant tout de recharger avant d'engager cette bascule sur le moteur thermique qui n'a pas encore eu lieu. Alors là, le moteur thermique vient de se déclencher. On a vraiment eu le doute à bord de la voiture parce que finalement j'entendais un bruit de fond de moteur, mais comme on est entouré de voitures, ça pouvait être techniquement les voitures autour de nous. Et c'est quand j'ai réaccéléré que j'ai senti que ce bruit de moteur il était d'autant plus fort que j'appuyais sur la pédale. Donc c'était clair, c'était bien notre moteur thermique à nous qui s'était déclenché. Et là est apparu d'ailleurs à l'écran que ça fait depuis 2 minutes que ce moteur s'est déclenché sur 1,6 km, et on est sur un début de conso. Forcément il vient de s'allumer, donc c'est un peu élevé à 5,8 litres au 100, mais donc on va voir ce qui se passe sur la suite du trajet. Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est qu'on est resté en mode EV+, et que à part entendre ce bruit de moteur thermique, j'ai pas eu comme ça d'annonce précise que j'avais cette bascule.
Donc là on est arrivé sur une autoroute à 110, c'est vrai que je le sens tout de suite à la réaccélération, le véhicule va vraiment puiser dans le moteur thermique pour recharger la batterie et alimenter en temps réel le moteur électrique. Et en plus là je le sollicite pas mal parce que je lui demande d'aller jusqu'à 110. D'ailleurs je mets le régulateur adaptatif, je nous mets à 110 km/h. Et là voilà, donc je ne sais pas si vous l'entendez, vous en retour micro, c'est pas forcément évident. Le moteur il se fait pas si discret, on l'entend quand même bien, donc ça c'est quand même notable sur un long trajet. Si vous avez comme ça ce moteur thermique qui s'enclenche, en tout cas avec ce niveau de batterie faible, on verra plus tard s'il y a peut-être manière d'optimiser comme ça sur long trajet ce niveau de consommation et donc par conséquence ce niveau de bruit à bord. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que ça nous a stabilisé à 12 km d'autonomie électrique. On est toujours en mode EV+, et finalement, la possibilité là actuellement, ça serait de recharger pour gagner justement de l'autonomie électrique ou jouer avec les modes pour voir justement si on peut peut-être récupérer un peu plus efficacement de l'autonomie 100% électrique. Donc on a roulé quelques kilomètres sur la voie rapide. Là on est sorti pour arriver dans un centre-ville et ce qui est intéressant de constater, c'est que depuis qu'on est revenu sur ce scénario urbain à basse vitesse et que ça m'a conservé vraiment ce mode EV+, j'ai retrouvé une conduite 100% électrique, donc complètement silencieuse, très agréable par rapport à ce qu'on a eu comme sensation sur voie rapide. La conso du coup elle est assez forte, on est à 8 litres au 100, mais encore une fois sur une distance d'à peine 10 km, donc à voir comme ça sur un long trajet. Si on restait sur ce scénario d'une batterie vidée avec l'utilisation du moteur thermique pour recharger en temps réel la batterie, ce que ça donnerait comme niveau de consommation. Là il est quand même un peu plus élevé qu'annoncé, normalement on devrait tourner autour des 6,4 litres au 100. On s'est stationné en ville pour vous faire ce premier bilan conso de ce mode EV+, et donc les 125 km environ d'autonomie qu'on avait au démarrage. Donc comme je vous le disais, depuis qu'on est arrivé en ville, on n'a pas consommé une goutte de carburant. Le véhicule est repassé en mode 100% électrique sans que j'ai quelque chose à faire de particulier. Et là, on est juste redescendu à 10 km d'autonomie électrique, donc très faible, mais on n'a pas eu de nouveaux messages d'alerte, comme sur l'application mobile qui nous avait signalé par exemple qu'on descendait sous les 10% de batterie et qu'il fallait donc recharger immédiatement le véhicule. Donc là, comme je vous disais, on était en mode EV+, depuis le début. Donc ce mode, il va, on va dire, maximiser la conduite 100% électrique et basculer sur le thermique en dernier recours quand on descend sous les 10%. Mais finalement, on a un autre mode qui s'appelle EV et qui, lui, va être un petit peu plus conservateur sur cette autonomie électrique. En fait, il va se déclencher à 25% de batterie, enfin quand on descend sous les 25% bien sûr. Et d'ailleurs, quand on passe ce mode, vous l'entendez peut-être, mais le moteur thermique vient de se déclencher. Il va chercher à repasser à 25%. Donc 25% de 145 km, ça fait environ 36 km. Donc théoriquement, là, si on restait stationné avec le véhicule allumé, le moteur thermique, il continuerait à fonctionner jusqu'à ce qu'on récupère ces 36 km d'autonomie électrique. En alternative à ce mode EV, vous avez également un mode qui s'appelle carburant, et donc comme son nom l'indique, il va privilégier l'utilisation du carburant pour recharger la batterie en continu en fonction de l'utilisation du moteur électrique et de son usage. Et en fait, on va pouvoir forcer un mode qui s'appelle préservation de la puissance de la batterie, où en fait je vais pouvoir paramétrer un niveau de recharge cible. Donc je vous disais, pour le mode EV, il va se déclencher quand on est sous les 25% d'autonomie. Et donc là, dans ce mode carburant, on va pouvoir définir une zone cible entre 30 et 80%. Et en gros, ça va vouloir dire, je veux que le moteur thermique tourne jusqu'à ce que j'atteigne entre 30 et 80% de batterie. Et donc sur un long trajet, c'est ce qu'on m'a indiqué les équipes de Leap Motors, il est plutôt conseillé de rester sur un niveau cible assez élevé, on va dire 60% par exemple, ce qui va permettre en fait de conserver en continu de la batterie, et le véhicule va plus fonctionner en mode hybride sur un long trajet, ce qui va permettre de réduire la consommation. Encore une fois, nous on a peu roulé sur voie rapide et là on est à l'arrêt depuis tout à l'heure, donc autant dire que pour les litres au 100, c'est vraiment pas une situation favorable, parce que là, en étant à l'arrêt mais en ayant une consommation de carburant, on voit cette consommation grimper. Et enfin, on a un dernier mode, puissance plus, qui lui finalement va chercher à exploiter au maximum le moteur thermique, encore une fois pour recharger la batterie, en fait dans les situations où on peut avoir justement ce déficit de puissance qui peut être problématique. Donc on pense au trajet en hiver, en général les batteries elles aiment pas trop justement ces conditions hivernales, donc là le moteur thermique va soutenir d'autant plus la recharge, ou également les trajets sur autoroute ou sur route de montagne. Donc en résumé, ce dernier mode il va vraiment pas être conseillé pour limiter sa consommation, elle risque même de s'emballer
fortement, mais vous faites comprendre au véhicule que c'est plus votre priorité et que vous tenez vraiment à avoir cette puissance moteur disponible. Alors, dernière petite expérience qu'on voulait faire avant de quitter ce centre-ville, j'ai demandé à revenir à 40% d'autonomie. On ne s'est pas branché, donc c'est vraiment en utilisant le moteur thermique. Et ce qui est agréable par rapport à quand il s'est déclenché, quand on était sur voie rapide tout à l'heure, là, le son, en tout cas, il reste très discret. J'ai roulé en ville pendant, on va dire, une vingtaine de minutes et ça m'a permis de récupérer 10 km d'autonomie. Donc on est un peu loin de la cible. Comme d'habitude, j'ai pas réussi à changer l'autonomie en pourcentage plutôt qu'en kilomètres, donc faire un petit calcul mental. Mais 40% des 145 km, en gros, c'est 58 km. Donc là, on a encore un peu de marge un peu avant de les retrouver. Surtout, la consommation a logiquement bondi. On est à 12,8 litres au 100, donc c'est juste énorme. On va dire que là, on est dans un cadre de test et dans une situation où on aurait vraiment besoin de récupérer de l'autonomie, ça reste quand même possible et c'est ça qui est intéressant dans ce véhicule. Nous voici arrivés à la station-service sur la partie borne de recharge pour justement charger la batterie de ce C10 avec prolongateur d'autonomie. Alors à noter qu'il peut encaisser jusqu'à 65 kW et donc ça va permettre de passer de 30 à 80% de batterie en environ 30 minutes. Alors ça peut paraître beaucoup pour une voiture 100% électrique, mais encore une fois, sur les longs trajets, on va plutôt miser sur la partie carburant pour justement avoir une longue autonomie et ça reste quand même bien supérieur à ses concurrents hybrides rechargeables. On peut penser par exemple au Peugeot 5008 qui est limité à 7,4 kW sur cette recharge de la partie batterie ou encore un BMW X3 PHEV qui lui peut atteindre 11 kW. Et sur une borne lente en courant alternatif, ce C10 il peut encaisser jusqu'à 6,6 kW. Alors la recharge est maintenant finie, on va passer sur la partie carburant de la station-service pour remplir le réservoir de 50 litres et c'est lui qui va offrir jusqu'à 850 km d'autonomie supplémentaire à ce C10 à prolongateur d'autonomie. On arrive à la fin de cette émission et je retrouve tout de suite Julien qui arrive de son essai. Alors Julien, moi j'ai une question qui me taraudait pendant que tu étais en train de rouler. C'est finalement ce véhicule très grand SUV, plutôt familial, mais avec une autonomie finalement électrique pas si élevée sur le papier au départ. À qui il se destine ? Oui, tu l'as dit, je pense qu'avec ce format, on est vraiment sur une utilisation type famille. En tout cas, si vous avez des gens à transporter régulièrement, il y a quand même beaucoup d'espace à l'arrière. C'est un véhicule qui reste quand même très agréable, très confortable. Il y a un coffre d'environ 400 litres, donc vraiment qui se destine comme ça, on va dire, à des familles et en tout cas sur cette autonomie électrique assez limitée, plutôt on va dire dans un périmètre urbain ou en tout cas autour de son domicile, mais quand même avec cette extension thermique qui permet d'envisager des longs trajets. On l'a vu lors de ton essai, il y a quand même quelques petites manipulations un peu complexes. Si on veut faire un débrief rapide, on en a pensé quoi de ce C10 ? Ouais, moi je trouvais que c'était quand même assez compliqué, je vous en ai parlé pendant l'essai, mais finalement comment ces différents modes de conduite, c'est vrai que ça fait un peu usine à gaz et c'est pas seulement pour le jeu de mots avec ce moteur thermique qui peut recharger la batterie, c'est-à-dire qu'on va avoir des fois du mal à comprendre si on est en roulage vraiment 100% électrique. Le moteur thermique on l'entend quand même se déclencher, même si ça reste plutôt discret par rapport à notre première impression sur voie rapide. Une fois qu'on est en ville, on va avoir vraiment un bruit de fond qui est très léger, mais tout ça pour dire que finalement, on a quand même pas mal de retours d'infos, mais on avait quand même une conso autour de 7 litres au 100 quand j'ai voulu récupérer comme ça de l'autonomie électrique. C'est assez logique, mais ça rend, on va dire, la recharge assez chère. Donc ça reste une possibilité. Ça va permettre d'avoir finalement une sorte de groupe électrogène embarqué pour fabriquer comme ça son électricité à partir d'essence, mais ça reste quand même beaucoup plus intéressant de se brancher à domicile ou sur son lieu de travail par exemple. Et du coup, l'intérêt, le business model sur ce type de véhicule, c'est finalement de se dire qu'on va avoir un grand SUV, mais c'est avec une batterie finalement de taille plutôt réduite, ce qui est censé limiter la facture. Justement, si on prend la concurrence, Julien, on se situe comment niveau tarif avec ce C10 par rapport aux concurrents, que ce soit en hybride rechargeable ou en électrique ? Oui, bien sûr. En fait, ce C10 REEV, on va dire à prolongateur d'autonomie, c'est quand même plus simple. Il démarre à 37 400 €. Donc sur le papier, c'est vrai que ça le rend quand même très compétitif. C'est ça, assez intéressant. Bon, sur notre version d'essai, on est en finition haut de gamme avec pas mal d'équipements supplémentaires, donc on se rapproche plus des 40 000 €. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, il est touché par le malus au poids qui atteint quand même 2 490 € au maximum sur ce modèle. Donc c'est quand même un surcoût assez élevé. Et donc
si on regarde son concurrent direct, par exemple le Peugeot 5008, malheureusement il est touché en fait par le même problème, c'est que le 5008 PHEV il démarre à 43 500 €, donc ça peut paraître comme ça assez intéressant, mais par contre le malus au poids il atteint quand même 3 980 €, donc un surcoût en fait qui fait dépasser au 5008 sa version 100% électrique qui elle est commercialisée à partir de 45 000 €. 45 000 € c'est aussi le prix de départ du champion de la catégorie, le Tesla Model Y dans sa version propulsion, donc le nouveau Model Y avec des livraisons qui doivent démarrer au mois de juin. Et sinon je voulais quand même vous parler du MG EHS qui reste quand même l'offre premier prix pour moi en hybride rechargeable, puisqu'il démarre à 38 000 € et surtout une taille un petit peu plus compacte, un poids un petit peu réduit et donc un malus qui n'est que de 800 €. Donc pour moi en fait le principal concurrent de ce C10 à prolongateur d'autonomie, je vais y arriver, c'est le C10 100% électrique qui lui démarre à 36 400 €. Et là on arrive vraiment à faire baisser la facture. Merci beaucoup Julien Bonnet, journaliste auto BFM Business. Merci aussi à Marie Mabilet qui a réalisé cette émission. Voilà, En route pour demain, c'est déjà fini. Merci à vous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.